Bonsoir à tous. Je vois que vous êtes nombreux et Bonsoir. je pense qu'à la fin, vous serez 10 ou 7 ou 5. Je trouve que vous êtes assez courageux pour venir. Du coup, est-ce que vous pouvez tous éteindre vos micros pour pas qu'il y ait d'interférences et tout, merci. Donc aujourd'hui, ça sera les déficits immunitaires. Ça sera principalement du cours. Il y aura pas de cas cliniques parce qu'en 2 heures, c'est un peu compliqué. Je pense que rien qu'avec les cours, vous allez être perdus. Enfin, sauf si ça fait des années que vous lisez les déficits unitaires et que vous êtes chaud, et cetera. Donc là, ça sera principalement du cours. Je vais faire un petit peu le tour de tous les déficits unitaires avec, tout ce qui est physiopathe et traitement pris en charge et diagnostic. Vous allez voir vers la fin, j'ai un petit peu bâclé le truc parce que ça fait 60 diapos à peu près, donc c'est énorme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis pas non plus professionnelle, en déficit unitaire, mais j'essaie de répondre. Si j'arrive pas à y répondre, vous pouvez me poser des questions, par, message sur Discord ou autre. J'essaierai de vous trouver des réponses à vos questions. Donc là, je vais lancer le partage d'écran. J'aimerais que vous me disiez si vous voyez l'écran ou pas. OK, ça marche. Les déficits unitaires. Donc ouais, le plan, donc tout d'abord présentation, ce qui est tombé dans les annales, le schéma donc sur les déficits de l'immunité innée et les déficits de l'unité adaptative, présentation des grosses pathos, que ce soit pour les déficits de l'unité adaptative et innée. Et puis, les cas cliniques qu'il y a dans les annales, les docs, et puis, il y a aussi une partie sur quoi faut bosser, l'immuno. Les déficits unitaires. Donc c'est des cours, qui sont assez difficiles. Je vous conseille pas de vous acharner dessus et de vouloir absolument connaître tous les déficits unitaires qui existent, sauf si vous êtes vraiment, à 10 sur 10 sur les restes des items. Donc si vous êtes là et que vous galérez, sur les items, classiques type, hémato, infectio ou pharmaco, ça sert à rien de vous acharner sur les déficits unitaires. Donc, ayez juste une idée globale, voire faites complètement l'impasse sur les déficits unitaires si vraiment vous êtes pas à fond sur les autres items. Parce que vaut mieux bien bosser et bien connaître l'infectio que de connaître par cœur tous les déficits unitaires. Sachant qu'au concours, enfin dans tous les cas, de toute manière, les cas cliniques sur les déficits unitaires, c'est des cas cliniques qui associent, le déficit unitaire et l'infectio. Et du coup, si jamais vous tombez sur un cas clinique de déficit unitaire, vous aurez obligatoirement des questions sur l'infectio et il vaut mieux connaître la partie infectio que de connaître la partie déficit unitaire parce que c'est quand même la partie la plus, sur laquelle il y aura le plus de points, je pense. Euh, et de toute manière, sur un cas clinique de déficit unitaire, vous aurez tout le temps, vous aurez tout le temps quelque chose à dire si vous avez bossé l'infectio. Vous pouvez bien réussir un cas de déficit unitaire sans savoir de quoi ça parle. Moi, je dis juste comme ça. Enfin, bien réussir, c'est avoir 20-30, je dirais, sur 60 sur le cas. Sachant qu'au concours, très peu de personnes pourraient avoir au-dessus de 40 ou au-dessus de 35, je pense. Donc c'est énormément de pathologies, c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous acharner dessus. Vous allez voir, il y a plein de déficits de tous les côtés, donc ça sert à rien de tous les apprendre. Il y a juste vraiment une, une connaissance superficielle de la chose pour au moins pouvoir bosser sur le QCM, parce que oui, ça tombe au QCM. Les déficits unitaires, ça fait partie du programme de l'internat depuis 2009. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 2009, en fait, ils avaient changé le programme et du coup, ils ont inclus les déficits unitaires. Et depuis, c'est tombé 2 fois. Donc une fois en 2009 et une autre fois en 2010. Le premier cas de déficit unitaire qui est tombé, c'était sur la granulomatose chronique. Donc c'était votre sujet de concours blanc de e-pharma. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'était un cas qui était déjà tombé en annales.
Alors sur ce cas-là, beaucoup de gens l'ont raté forcément parce que personne s'y attendait, personne s'attendait à un cas de déficit immunitaire. Et donc du coup l'année d'après, ils avaient mis un cas clinique sur les déficits immunitaires sur la gamma-globulinite de Bruton, donc qui est la maladie de Bruton, qui est tombée aussi. Et je ne sais pas trop si c'était pareil que l'année d'avant, si c'était raté ou pas. Mais en tout cas, c'est tombé en 2008, 2009 et 2010, et depuis, c'est jamais tombé. Mais on ne sait jamais si ça retombe. Donc, vous avez les déficits de l'immunité adaptative et les déficits de l'immunité innée. Donc là, je vais commencer par les déficits de l'immunité adaptative qui vont concerner la lignée lymphoïde, donc tout ce qui est lymphocyte P, lymphocyte NK et lymphocyte T. Donc là, vous voyez, vous avez plein de déficits un petit peu partout. Donc, je vais essayer d'y aller étape par étape. C'est normal si vous saturez, si vous commencez à saturer au milieu, si vous ne comprenez rien, si vous voyez que c'est trop dur, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, là, ça va faire un petit peu catalogue. Et puis, si vous avez d'assez mauvaises bases en immuno, ça va être vraiment hyper dur à comprendre. Donc, vous savez, dans la lignée lymphoïde, vous avez des lymphocytes B, des lymphocytes NK et des lymphocytes T. Et donc, dans les déficits immunitaires de l'unité adaptative, vous pouvez avoir un déficit soit dans l'une des lignées, soit dans les deux lignées, enfin, dans deux des trois lignées, soit un déficit dans les trois lignées. Là, je vais commencer par... Ah oui. Donc là, en commençant par ici, les déficits qui vont concerner les lymphocytes T et les lymphocytes NK, que j'ai mis ici en jaune. Donc, vous allez avoir les déficits en chaîne gamma du récepteur à l'interleukine 2, qui est juste là. Donc, vous savez que les lymphocytes T ont un récepteur qui est là, un récepteur à l'interleukine 2, qui est aussi présent à la surface des lymphocytes NK. Et donc, vous pouvez avoir un déficit en la chaîne gamma, qui est ici en violet, de ce récepteur en interleukine 2. Donc, si vous avez un déficit en cette chaîne gamma, bah forcément, votre récepteur ne sera pas fonctionnel et vos lymphocytes T ne seront pas fonctionnels, ce qui fait que ça va vous créer une sorte de déficit en ces lymphocytes T et en ces lymphocytes NK. Vous allez ensuite avoir le déficit en JAK3. Donc, JAK3 qui est juste là, c'est la Janus kinase, donc c'est une kinase, une enzyme qui phosphoryle. Et la JAK3, elle peut être présente sur plein de cellules, mais elle est présente majoritairement sur les lymphocytes T et les lymphocytes NK. Alors, ils en ont trouvé sur les, sur les cellules épithéliales, mais dans le cas d'un déficit en JAK3, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Donc ce JAK3, il est impliqué dans la transduction du signal à l'intérieur de la cellule, comme vous voyez ici. Et donc pareil, si vous avez un déficit en JAK3, ça va vous provoquer, comme c'est présent à la surface des lymphocytes T et des lymphocytes NK, ça va vous provoquer un déficit en lymphocytes T et en lymphocytes NK. Ensuite, vous avez le déficit en CD45. Donc là, je ne vous ai pas trouvé de schéma, mais la CD45, c'est pareil, c'est un cluster de différenciation, c'est une phosphatase qui va elle aussi être impliquée dans la régulation des signalisations à l'intérieur des cellules et qui peut s'exprimer à la surface de tous les lymphocytes, mais majoritairement les lymphocytes T et les cellules NK. Elle peut aussi être exprimée à la surface des lymphocytes B. Si vous avez un problème au niveau du CD45, vous allez avoir un blocage au niveau de la maturation des lymphocytes T, donc un blocage de maturation thymique, ce qui va faire que vos lymphocytes vont diminuer. De l'autre côté, vos lymphocytes B vont avoir un problème au niveau de la reconnaissance des antigènes. Donc le nombre de lymphocytes B, lui, va être normal. Par contre, ils seront presque inutiles parce qu'ils vont avoir du mal à reconnaître les antigènes. Mais on dit que ça concerne les lymphocytes NK et les lymphocytes T puisque vous aurez un déficit en ces lymphocytes-là. Pour les lymphocytes B, vous n'aurez pas de déficit. Par contre, ils seront inutiles. Les déficits en chaîne alpha du récepteur à l'interleukine 7. Donc, le récepteur à l'interleukine 7, lui, il est présent à la surface des lymphocytes T et il présente une chaîne alpha qui est ici en vert. Donc, pareil, si vous avez un déficit en cette chaîne alpha, vous allez avoir un déficit en lymphocytes T. Et puis enfin, le déficit en chaîne delta du CD3, qui est juste là.
Vous savez que le CD3, ça fait partie du complexe TCR des lymphocytes. Donc, si vous avez un déficit en la chaîne delta qui est ici, votre CD3 ne va servir à rien. Et du coup, ce qui est à la surface de votre lymphocyte ne va servir à rien. Votre lymphocyte sera non fonctionnel. Et du coup, vous aurez un déficit en ce lymphocyte-là. Après, j'ai parlé de quoi? Du syndrome hyper-IgM. Ah oui. Donc là, c'était un petit peu ce qui concernait les lymphocytes et les lymphocytes NK. Ensuite, on va passer aux lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc là, vous allez avoir ce qui concerne le déficit en lymphocyte B pour le CD3, ça va être sur d'autres chaînes. Alors, déjà, le déficit en chaîne delta du CD3, il est très très rare. Tu peux avoir un déficit en d'autres chaînes, mais c'est encore plus rare. Donc oui, ça peut être un déficit en epsilon, en gamma ou au niveau du TCR, même carrément, mais c'est vraiment très très rare. Donc en fait, le plus fréquent des plus rares, c'est le déficit en delta. De toute manière, cette partie-là, elle ne peut pas tomber, je pense. Enfin, cette partie déficit en chaîne et tout, ça ne peut pas tomber en cas clinique, mais ça peut tomber en QCM. On peut vous demander est-ce qu'il existe je sais pas, est-ce qu'un déficit en JAK3, ça va concerner les lymphocytes B, ou est-ce que est-ce que le syndrome hyper-IgM, ça concerne les lymphocytes T. Enfin, on peut vous poser des QCM comme ça, mais c'est pas des trucs qui tombent en cas clinique. C'est même quasiment impossible que ça tombe en cas clinique. Enfin, c'est un cas sur enfin, les maladies là, c'est un cas sur 3 millions, enfin même plus, donc ça sert à rien. Donc le déficit en RAG1 et RAG2, donc ça, c'est un déficit qui va concerner et les lymphocytes B et les lymphocytes T. En fait, les protéines RAG1 et RAG2, elles sont codées par des gènes qui activent la recombinaison VDJ. Je ne sais pas si vous vous rappelez des recombinaisons VDJ, tous les trucs comme ça d'immuno de deuxième année. Mais en gros, si vous avez un problème au niveau de ces gènes et que vous avez un déficit de production de ces protéines, vous allez avoir un trouble dans le développement du système immunitaire adaptatif. Et du coup, vous allez avoir un déficit en lymphocyte B et en lymphocyte T. Ensuite, le syndrome hyper-IgM, qui peut probablement tomber en cas clinique, mais vraiment, ça m'étonnerait. Je le vois plus en QCM que dans un cas clinique, parce qu'honnêtement, il n'y a rien à dire dessus. Donc ça vaut pas 60 points, honnêtement. Donc en gros, le syndrome hyper-IgM, c'est un défaut de commutation isotypique ou de switch isotypique des lymphocytes B. Donc là, pareil, dans les QCM, on peut vous poser dans un item, est-ce que le syndrome hyper-IgM, c'est un défaut de commutation isotypique des lymphocytes B? Voilà, vous mettez que oui. Et en gros, c'est l'incapacité des lymphocytes B à passer des IgM aux IgG, IgE ou IgA. Donc normalement, lorsque le lymphocyte T interagit avec le lymphocyte B pour lui ordonner de se transformer en plasmocyte sécréteur d'IgG, d'IgE ou d'IgM. Donc normalement, il y a une interaction entre les deux. Et ce qui permet cette interaction, c'est la liaison entre le CD40L du lymphocyte T, donc juste là, et l'interaction du CD40 du lymphocyte B. Donc cette interaction va permettre au lymphocyte B de passer en plasmocyte et de sécréter des IgG, IgM, des IgG, IgE ou IgA. Donc dans le cas de cette pathologie, vous allez avoir une mutation du gène qui code pour le CD40 ligand à la surface du lymphocyte T, pardon. Et ce gène qui code pour le CD40, il est normalement présent sur le chromosome X. Donc si vous avez une mutation du gène du CD40L au niveau du chromosome X, ça vous fait une maladie liée à l'X et qui ne va concerner du coup que les garçons. Vous pouvez aussi avoir une mutation du gène qui code pour le CD40, qui est lui présent à la surface des lymphocytes B, mais cette fois, ce n'est pas présent au niveau du chromosome X, donc ça sera plutôt une maladie autosomique récessive normale qui va toucher autant les hommes que les femmes. Donc en fait, dans le syndrome hyper-IgM, vous avez différents types, soit une maladie liée à l'X, soit une maladie autosomique récessive ou autre. Donc vos lymphocytes B ne peuvent pas interagir avec les lymphocytes T, donc les lymphocytes B ne pourront pas se transformer en plasmocytes sécréteurs d'IgG,
d'IgG, IgE ou IgA. Donc, ils vont rester sous la forme de sécréteurs d'IgM et ils ne vont sécréter que des IgM. C'est pour ça qu'on parle d'un syndrome hyper IgM, puisque les IgM vont être augmentés ou normaux avec une diminution des autres immunoglobulines qui ne sont pas présentes du coup. Donc le traitement de cette maladie, ça va être soit l'administration d'immunoglobulines par voie IV, soit la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Là, pareil, je ne vois pas ce cas-là tomber enfin, cette pathologie-là tomber en cas clinique, ce sera plutôt du QCM. Et puis le déficit en ADA, donc ça, c'est déjà tombé en QCM, l'adénosine désaminase. Donc l'adénosine désaminase, c'est une enzyme qui est juste là, qui va participer, comme son nom l'indique, à la désamination de l'adénosine. Et donc, elle va transformer l'adénosine en inosine, puis en hypoxanthine et en acide urique. En gros, c'est une enzyme qui va permettre de nettoyer en fait les cellules des bases puriques, enfin des restes des bases puriques. Du coup, si vous avez un déficit en cette enzyme, il va y avoir une accumulation de ces bases puriques, donc il va y avoir une accumulation de l'adénosine qui, à forte dose, va être toxique pour la cellule. Et du coup, à la fin, la cellule, elle va exploser, donc il va y avoir une destruction de ces cellules. Et comme l'adénosine désaminase est présente au niveau de toutes les cellules lymphocytaires, vous allez avoir un déficit en tous vos lymphocytes, donc que ce soit les lymphocytes B, les lymphocytes T ou les lymphocytes NK, ce qui va être à l'origine d'infections sévères et d'une lymphopénie sévère, du coup. Les traitements pour ce déficit en ADA, ce sera soit l'injection en intramusculaire d'une ADA bovine, donc ce sera plutôt un traitement substitutif, soit une greffe de cellules souches hématopoïétiques, soit la thérapie génique. Donc dans le QCM qui était tombé, je crois qu'il parlait justement des traitements. Il disait que c'était une maladie liée à l'X ou autre, mais ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas une maladie liée à l'X. Il disait aussi que c'était une maladie qui pouvait engendrer des allergies, donc ce n'est pas une maladie qui peut engendrer des allergies. Mais de toute manière, en voyant l'item, vous pouvez rapidement répondre aux questions, juste en lisant ça. Donc le QCM n'était pas si dur que ça si on a une idée globale en fait du déficit. Ah oui. Du coup, tous ces déficits-là, en fait, en petites protéines bizarres, c'est ce qu'on appelle le déficit immunitaire combiné sévère. On dit que c'est combiné parce que ça va toucher plusieurs cellules. Ça va toucher les lymphocytes B, les lymphocytes NK ou les lymphocytes T. Et c'est pour ça qu'on parle d'un déficit combiné sévère, à ne pas confondre avec le déficit immunitaire commun variable qui est là et qui ne concerne que les lymphocytes B. Donc là, je vais rentrer dans les déficits qui ne concernent que les lymphocytes B, donc qui ne vont concerner que l'immunité humorale et qui peuvent très bien tomber en cas clinique. C'est pour ça que je les ai détaillés un peu plus que les autres. Ensuite, on passera au D-George. Lui, je le vois mal tomber en cas clinique aussi, mais on ne sait jamais. Qui, lui, va concerner que les lymphocytes T. Donc, la gamma-globulinémie de Bruton ou agammaglobulinémie liée à l'X ou maladie de Bruton, donc c'est une atteinte de la lignée B, un déficit de l'unité humorale. À chaque fois que vous voulez présenter un déficit immunitaire, donc si dans un cas clinique on vous demande on vous demande quel est le déficit immunitaire dont souffre le patient ou je ne sais pas quoi, vous balancez déficit de l'unité adaptative ou déficit de l'unité innée, l'atteinte de la lignée B ou de la lignée T, déficit de l'unité humorale ou déficit de l'unité cellulaire. Donc précisez bien le type d'immunité qui est atteinte dans ce déficit. Donc balancez pas juste le nom comme ça, vraiment détailler l'immunité qui est atteinte pour montrer que vous savez en fait de quoi vous parlez. Donc la gamma-globulinémie de Bruton, et de toute façon ça vous permet un petit peu de synthétiser vos connaissances. Là par exemple je vous dis que c'est un déficit de l'unité humorale, ça veut dire que ça ne concerne que les lymphocytes B, ça veut dire que la lignée des lymphocytes T sera épargnée de ce syndrome, donc il n'y aura pas de problème au niveau de la lignée T, ça va juste concerner les lymphocytes B. Bref, au niveau de la physiopathe, donc c'est une mutation
du gène BTK, donc Bruton tyrosine kinase, qui est présent au niveau du chromosome X. Donc là, comme c'est présent sur le chromosome X, ça va être une maladie héréditaire liée à l'X, et qui ne va concerner du coup que les garçons avec la mère qui sera conductrice. Le gène BTK, il est normalement indispensable à la maturation et au développement des lymphocytes B. Donc lui, normalement, il intervient ici. Si vous avez une mutation de ce gène BTK, vos lymphocytes B ne pourront pas grandir, donc ils ne pourront pas devenir des lymphocytes B matures. Ils vont rester au stade pré-B, donc au stade de lymphocytes B bébé en quelque sorte. Donc vos lymphocytes B, ça va rester des bébés et ils ne vont jamais grandir. Et du coup, ils ne pourront pas produire des anticorps. Ce qui va être assez embêtant pour l'enfant plus tard parce qu'il va choper plein d'infections. Et c'est non curable, me semble. Non curable, oui. Incurable. Donc, c'est une maladie héréditaire récessive liée à l'X qui va concerner les garçons avec les mères qui sont conductrices. Une prévalence de 1, enfin, une prévalence, ça vous n'avez pas besoin de connaître, mais c'est juste pour vous dire que c'est rare. Est-ce que c'est un DICS? Alors, pour moi, ce n'est pas un DICS. Alors, on peut dire que c'est un DICS parce que ça va concerner l'interaction lymphocyte B, mais c'est pas un DICS, puisque ce qui déconne, en fait, c'est lymphocyte B. Mais en fait, dans mon schéma, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, parce que là, tu vois le déficit en alpha-interleukine 7 et déficit en chaîne delta. Là, si tu regardes, on pourrait dire que ça fait partie des DICS, sauf que non, parce que ça ne concerne que les lymphocytes. Donc, en fait, il y a un petit problème dans les limites de mon, de mon schéma. Mais je dirais que ce qui est DICS, alors moi j'ai mis les flèches ici pour dire qu'en fait c'était l'interaction entre les lymphocytes et le lymphocyte B. Mais dans le syndrome hyperigème, ton taux de lymphocyte, il est normal. Et ce qui déconne, c'est juste tes lymphocytes B. Moi j'ai dans les déficits humoraux l'hyperigème. Oui, c'est un déficit humoral. Les limites, je les mettrai où? Alors, déficit immunitaire combiné sévère, je dirais c'est déficit RAG1, RAG2, déficit en ADA, déficit en chaîne gamma du récepteur interleukin 2, JAK3, CD45. Pour celui-là, bon, en fait, j'aurais dû prendre la limite et la poser là. Et puis, j'aurais dû retirer ce truc, le mettre quelque part ici, et puis remettre la limite comme ça. Mais j'avais la flemme. Parce que le schéma, il était déjà fait et tout. Mais bon. Donc, c'est RAG1, RAG2, ADA, déficit en chaîne gamma du récepteur interleukin 2, JAK3 et CD45. Donc la prévalence, oui, c'était juste pour vous dire que c'est une maladie rare, mais c'est quand même tombé au concours. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'est que, ouais, on dit que c'est combiné. Quand c'est combiné, c'est que ça touche soit lymphocyte B, lymphocyte T, soit lymphocyte B, lymphocyte NK, soit lymphocyte T, lymphocyte NK, soit enfin, tu vois, bref, c'est soit les trois. Moi, je dirais que c'est un déficit humoral et pas un déficit cellulaire, parce que tes lymphocytes, ils sont... Parce qu'en fait, le gros impact en fait, dans le hyper-IgM, c'est l'absence d'autres immunoglobulines et juste la présence des IgM. Donc, je dirais que c'est plus humoral que cellulaire. Parce que si tu pars du principe que c'est un déficit en immunité cellulaire, ça veut dire que tu n'as pas de lymphocytes. Sauf que si, tu as des lymphocytes, mais ils n'ont pas la capacité d'interagir avec les lymphocytes B. Et c'est les lymphocytes B qui en payent les frais, en fait. La clinique, oui. Donc, pour la maladie de Bruton, les symptômes ils commencent à apparaître à partir de l'âge de 6 mois. Donc, entre 6 et 9 mois, les syndromes infectieux commencent à apparaître. Mais avant ça, vous avez les anticorps maternels qui protègent l'enfant et c'est pour ça que vous n'avez pas de manifestation avant l'âge de 6 mois. Donc, si dans un cas clinique, on vous balance un enfant de 2 mois ou 3 mois qui présente des infections récurrentes, etc.,
pouvez mettre de côté la maladie de Bruton parce que ça ne va pas concerner ce cas-là, puisque les anticorps maternels sont présents et ils protègent l'enfant. Donc, dans ce cas-là, il faudra chercher un autre type de déficit immunitaire. L'enfant ne va pas avoir d'amygdale, ou alors des toutes petites amygdales, et il n'aura pas de ganglion lymphatique. Il va y avoir des infections récidivantes. Donc là, vous allez voir, dans les déficits immunitaires, c'est tout le temps les mêmes schémas, en fait. C'est des infections respiratoires, d'un type de pneumonie, des pneumopathies, des infections ORL, des infections digestives, cutanées. Là, vous allez avoir des infections du système nerveux central en plus, donc un type de méningite virale. Il peut y avoir aussi des arthrites infectieuses. Les signes de présentation les plus fréquents, donc dans un cas clinique où un enfant est hospitalisé, etc., il faudra penser soit à un sepsis à Pseudomonas aeruginosa, soit à un sepsis à Staphylococcus aureus, qui font partie des signes de présentation les plus fréquents. La biologie, et ça c'est le plus important, je pense, parce que dans les déficits immunitaires, vous avez en clinique, d'un point de vue clinique, vous avez tout le temps les mêmes manifestations, c'est des infections de tous les côtés, des sepsis, des trucs comme ça. Donc, ce qui va vous permettre de trancher, c'est la biologie. Donc, pour la maladie de Bruton, vous allez avoir une lymphopénie, parce que votre patient a des bébés lymphocytes B, donc qui sont immatures, qui ne sont pas fonctionnels, qui sont pas dehors, en fait. Et du coup, vous allez limite ne pas avoir de lymphocytes B circulant, donc le taux de lymphocytes B par rapport au reste des lymphocytes totaux va être inférieur à 1%. Vous pouvez avoir une neutropénie, mais c'est pas tout le temps présent, mais vous pouvez très bien avoir une neutropénie. Au niveau de l'électrophorèse des protéines sériques, une hypogammaglobulinémie, voire un effondrement de la zone des gamma-globulines parce que les lymphocytes B ne produisent pas d'immunoglobulines. Lorsque vous faites un dosage des immunoglobulines sériques, vous allez avoir un déficit majeur de toutes les classes, donc un déficit en IgG, IgM et IgA parce que vos lymphocytes ne produisent rien du tout. Et lorsque vous allez rechercher les anticorps des antigènes vaccinaux, donc pour le vaccin, le DTP, par exemple, diphtérie, tétanos, polio, donc lorsque vous allez chercher des anticorps produits contre les antigènes de ce vaccin, vous n'allez pas en trouver parce que votre patient ne va pas en produire. Et du coup, si vous vous retrouvez avec ça chez un jeune garçon de 9 mois ou de 10 mois, vous allez directement penser à une agammaglobulinémie de Bruton. Vous pouvez faire une recherche de la mutation du gène BTK, mais ce n'est pas indispensable au diagnostic. Donc, cette recherche de mutation, elle est plus effectuée pour le conseil génétique et pour le diagnostic prénatal, mais ce n'est pas indispensable au diagnostic. Généralement, c'est devant le terrain, donc l'âge, le sexe de l'enfant, la clinique et puis la biologie, que le diagnostic, la biologie côté absence d'anticorps et puis effondrement des immunoglobulines, que le diagnostic il est posé. La prise en charge, c'est un traitement substitutif par des immunoglobulines polyvalentes, donc des IgG, IgA aussi, qui sont tous présents dans la même pochette, dans la même poche, soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée. Donc là, je vous ai mis les noms princeps, mais vous n'avez pas besoin de connaître les noms princeps, juste savoir que c'est un traitement par immunoglobuline polyvalente, qui est administré en milieu spécialisé, à l'hôpital, sous surveillance. L'objectif du traitement, donc comme je vous ai dit, quand vous rédigez un cas clinique, vous mettez le traitement, vous mettez les objectifs du traitement, pourquoi vous voulez traiter cet enfant par ce traitement, pour prévenir la survenue des infections et pour prévenir la récidive de ces infections, avec aussi comme objectif atteindre un taux plasmatique d'immunoglobuline supérieur à 10 gigas par litre. Donc ça, c'est les objectifs que j'ai pris du site Vidal. C'était aussi dans la correction du cas. Alors c'était dans la correction du cas, je crois. Ça, s'y était pas. Je me rappelle plus de ce qu'il y avait. Mais retenez les objectifs parce que ça a l'air important. Et puis traitement des infections. Donc traitement des infections. Donc, si dans le cas clinique, l'enfant il a un sepsis à Staphylococcus, vous mettez le traitement pour ce sepsis. S'il a une pneumopathie à streptocoque, vous mettez le traitement de cette pneumopathie. Donc, quand je dis traitement des infections, c'est vous mettez le traitement de l'infection dont souffre l'enfant dans le cas clinique.
Fabrication ah oui, ça aussi, c'était dans la correction du cas, en fait, ils avaient parlé de la méthode de fabrication des immunoglobulines polyvalentes. Je sais pas pourquoi ils ont parlé de ça, mais en gros, du gros, vous fractionnez les protéines, du plasma. Vous prenez les immunoglobulines, vous les purifiez par des méthodes chimiques ou par des méthodes physiques et vous éliminez ou vous inactivez les agents infectieux par nanofiltration et c'est tout. Donc ça, c'est si jamais on vous demande comment sont fabriquées les immunoglobulines, bah, vous apprenez fractionnement, purification, élimination. Et puis, euh, et puis voilà, ça vous fera 2-3 points. C'est pas mal. Le déficit unitaire commun variable. C'est aussi appelé l'hypogammaglobulinémie commune d'expression variable, mais apprenez pas ça, enfin, apprenez juste DICV, c'est très bien. C'est une atteinte aussi de la lignée B, donc un déficit de l'unité humorale. La physiopathologie, elle est mal comprise, mais sur différents articles, ça parle de mutations génétiques, du coup, au niveau des protéines qui codent pour ICOS, TACI ou TACI, ou un défaut de production du CD19, un défaut de différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Donc là, pareil, le déficit unitaire commun variable, c'est un syndrome avec plein de mutations différentes, et chaque mutation va provoquer des manifestations cliniques différentes, qui vont tous, en fait, entraîner une absence de production d'anticorps. Et du coup, dans ce DICV, en fait, ce qui le caractérise, c'est une perte progressive en immunoglobulines. Ça veut dire que d'abord, chez l'enfant, vous allez avoir un déficit complet en IgA, et puis au fur et à mesure, vous allez avoir un déficit en IgG, en plus du déficit en IgA. Donc ce déficit en IgG, il va progressivement toucher toutes les sous-classes d'IgG. Vous savez qu'il y a 4 sous-classes d'IgG, IG1, 2, 3, 4, et donc progressivement, vous allez toucher toutes ces classes-là pour finir avec un déficit en IgG et en IgA. Pareil ici, vous touchez l'immunité humorale, donc l'immunité cellulaire qui concerne les lymphocytes T, elle est indemne. Donc vous n'aurez pas de problème au niveau des lymphocytes T, vous n'aurez un problème que au niveau des lymphocytes B. Ça touche autant les hommes que les femmes. C'est un petit peu plus fréquent que la maladie de Tourette. Donc là, je vous ai trouvé un schéma pour le DICV pour vous décrire un petit peu comment ça se passe. En gros, vous avez des lymphocytes B qui vont avoir du mal à se transformer en plasmocytes ou en lymphocytes B mémoire, et du coup qui vont avoir du mal à produire des anticorps. Les symptômes, ils peuvent apparaître chez l'enfant, mais ça se manifeste plus fréquemment chez l'adulte. Donc si dans un cas clinique, on vous balance un adulte, un patient de 20-30 ans qui vient avec des infections récidivantes, récurrentes ou je ne sais pas quoi, des infections ORL, digestives, etc., il faut directement penser à un DICV puisque c'est le déficit immunitaire qui se déclenche chez l'adulte. Mais il peut aussi se déclencher chez l'enfant. Donc, c'est un type d'infection bactérienne répétitive des voies aériennes, à streptocoque, hémophilus, varicella, un type de pneumonie, sinusite et bronchite. Vous allez avoir aussi des infections des voies digestives. Donc là, j'ai mis malabsorption et maladie inflammatoire chronique des intestins dans les infections des voies digestives. Mais ça, c'est pas des infections des voies digestives, donc j'aurais dû le mettre autre part. Bon, c'est pas grave. Donc, malabsorption intestinale et MICI, et puis ensuite des infections des voies digestives à type de diarrhée à Giardia intestinalis et Campylobacter jejuni, puis des salmonelloses. Il faut savoir que les diarrhées à Giardia intestinalis évoquent un déficit en IgA. Donc, mais ce n'est pas toutes les diarrhées à Giardia intestinalis qui vont évoquer un déficit en IgA. Mais quand vous avez un déficit en IgA, vous êtes plus exposé à des diarrhées à Giardia intestinalis. Donc, ces diarrhées-là, vous allez, si c'est récidivant, etc., vous allez directement penser à un déficit en IgA. Et ce déficit en IgA, ça peut être soit un déficit immunitaire commun variable, soit un déficit sélectif en IgA. Alors, il y en a qui disent que le déficit en IgA, ça fait partie des déficits immunitaires communs variables, et il y en a qui disent que c'est séparé. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi avoir des infections du système nerveux central, donc des méningites bactériennes, des infections cutanées virales, à herpès viridé, et des maladies auto-immunes. Au niveau de la biologie,
ce qui va se passer, donc on va faire une numération des lymphocytes B, un phénotypage des lymphocytes B, et cette fois-là, le nombre de lymphocytes B va être normal, contrairement à la gamma-globinémie de Bruton où vos lymphocytes B vont rester des petits bébés et ils vont jamais grandir. Là, ici, vos lymphocytes B vont être grands, mais c'est juste qu'ils vont avoir du mal à se transformer en plasmocytes. Donc, eux, ils vont avoir un nombre normal, ils vont avoir un phénotype mature. Donc, dans la maladie de Bruton, vos lymphocytes B, ils sont au stade pré-B, donc ils ne sont pas matures. Ici, vos lymphocytes B sont matures et ils sont en quantité normale. À l'EPS, à l'examen à l'électrophorèse des protéines sériques, vous allez avoir une hypogamma-globulinémie, donc tout comme la maladie de Bruton, parce que vos lymphocytes B ne forment pas d'anticorps. En faisant un dosage pondéral des immunoglobulines, vous allez avoir principalement un déficit en IgA et en IgG. Vous pouvez avoir aussi une baisse, un déficit en IgM, mais c'est pas tout le temps, le cas. Donc, vous pouvez très bien avoir des IgM qui sont normaux. Et puis, vous allez avoir une altération de la production des anticorps post-vaccination. Donc, d'un point de vue cas clinique, la différence entre une maladie de Bruton et un déficit immunitaire commun variable, c'est que dans la maladie de Bruton, d'abord, ça va concerner que les garçons, à partir de 6 à 9 mois. Le déficit immunitaire commun variable, lui, va toucher les adultes majoritairement. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis, ça peut être les hommes et les femmes. Ensuite, d'un point de vue biologie, dans la maladie de Bruton, vous avez une lymphopénie avec une baisse, voire une absence de lymphocytes B, tandis qu'ici, vos lymphocytes B, ils vont être en quantité normale. Et puis pour le reste, c'est un petit peu pareil, sauf que dans la maladie de Bruton, vos IgM ils vont être effondrés, alors qu'ici, ils peuvent être normaux. Voilà, pour le traitement, c'est un petit peu pareil que dans la maladie de Bruton, donc c'est un traitement substitutif par les immunoglobulines polyvalentes pour prévenir la survenue, la récidive des infections. Cette fois, on va viser un taux d'immunoglobulines supérieur à 5 grammes par litre, traitement des infections aussi. Et puis, si vous avez un déficit en IgA, il y a un risque que votre organisme produise des anticorps anti-IgA qui peuvent être à l'origine de réactions anaphylactiques si vous faites des transfusions de produits qui contiennent des IgA. Voilà. Les déficits sélectifs en immunoglobulines. Le déficit sélectif en IgA, là aussi la physiopathologie elle est mal comprise, mais on parle de mutation du gène qui code la protéine TACI, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est une incapacité héréditaire à produire des IgA. Donc votre corps ne peut pas produire des IgA sécrétoires. Les IgA sont les immunoglobulines qui protègent l'organisme au niveau des muqueuses, donc des voies respiratoires et des voies gastro-intestinales majoritairement. Et donc si vous ne pouvez pas produire des IgA à ce niveau-là, vous allez avoir des infections au niveau des voies respiratoires et au niveau des voies gastro-intestinales. Donc, on va parler d'anomalies de l'unité muqueuse. Les immunoglobulines de type A, vous en avez deux types. Vous avez une forme sécrétoire et une forme sérique. La forme sécrétoire, c'est celle qui est sécrétée directement dans les muqueuses et qui, du coup, ne pourra pas être dosée dans le sérum. La forme, donc c'est une forme dimérique, et puis vous avez la forme sérique, monomérique, qui, elle, pourra être dosée dans le sérum. Lorsque vous faites un dosage des IgA, vous dosez la forme monomérique. Et cette forme monomérique va refléter la quantité d'IgA sécrétoire qui est présente. Donc, on dit qu'il y a absence de production d'IgA sécrétoire, donc de ces IgA-là, et du coup, vous allez avoir une anomalie au niveau de la sécrétion des formes monomériques, et ce que vous allez doser, c'est la forme monomérique. Donc là, pareil, si ça tombe dans un QCM, et qu'on vous demande si on dose la forme sécrétoire dans le sérum, c'est pas la forme sécrétoire qui est dosée dans le sérum, c'est la forme monomérique sérique. Prévalence, donc c'est le déficit immunitaire qui est le plus fréquent chez l'homme, avec une prévalence de 1 sur 400, donc c'est, je pense, celui qui a je sais pas, peut-être celui qui a le plus de chances de tomber au concours. Enfin, pour l'instant, c'est pas tombé, mais bon. C'est généralement asymptomatique, donc vous pouvez vivre avec un déficit en IgA sans le savoir.
parce qu'il y a une compensation par la production d'IgM et d'IgG. Mais dans le cas où vous avez des symptômes, vous allez avoir des infections au niveau des voies respiratoires, une infection des voies digestives, surtout des giardias, puisque vous avez un déficit en IgA, et puis une maladie cœliaque. C'est aussi un déficit immunitaire qui peut être responsable d'allergies. Et puis, vous allez développer des maladies auto-immunes. Alors, il y a plein de déficits immunitaires qui peuvent vous faire développer des maladies auto-immunes, mais celui-là, il fait partie des déficits immunitaires qui peuvent vous faire développer des allergies. La biologie, non. Lorsque vous faites un dosage des immunoglobulines, vous allez avoir un déficit en IgA, les IgG et les IgM, eux, vont être normaux. Et puis, vous pouvez former des anticorps dirigés contre les IgA qui vont être à l'origine de réactions anaphylactiques si vous faites des transfusions de produits qui contiennent des IgA. C'est un déficit immunitaire qui ne nécessite habituellement pas de traitement. Donc, il n'y a pas besoin de le traiter systématiquement. Donc, ce n'est pas comme les autres déficits immunitaires. Vous n'allez pas mourir si vous avez un déficit en IgA, à moins que ce soit vraiment, vraiment avancé. Mais habituellement, il n'y a pas besoin de traitement. L'injection d'immunoglobulines polyvalentes, elle n'est pas recommandée, elle est voire contre-indiquée parce que votre organisme, il arrive déjà à produire des IgG et des IgM. Lorsque vous injectez des immunoglobulines polyvalentes, c'est des immunoglobulines polyvalentes, donc qui vont contenir des IgG, des IgA, etc. Donc, votre organisme, il a déjà des IgG. Vous n'allez pas lui en rajouter parce que ça va devenir un petit peu compliqué pour lui après. Donc, les immunoglobulines polyvalentes, ce n'est pas pour le déficit en IgA, c'est pour le DICV, c'est pour le gluten. Vous allez traiter les infections et puis pour un patient qui a déjà présenté un choc anaphylactique suite à une transfusion de produits contenant des IgA, vous lui faites porter un bracelet ou une étiquette qui montre qu'il a des anticorps anti-IgA et du coup, il va falloir arrêter de le transfuser de produits contenant des IgA. Donc là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça. Donc là, il va rester le syndrome de Dijorge et après, on passera au déficit de l'immunité innée. Le syndrome de Dijorge. Donc cette fois, c'est une atteinte de la lignée T. C'est un déficit de l'immunité cellulaire. Donc l'immunité humorale, tout ce qui concerne les lymphocytes B, ne sera pas atteint. C'est aussi ce qu'on appelle le syndrome de délétion 22q11.2. On l'appelle aussi le syndrome vélo-cardio-facial. Donc, c'est la délétion d'un segment de 30 à 50 gènes au niveau du bras long du chromosome 22 à la région 1, bande 1 sous bande 2. Ça, je l'ai eu sur Wikipédia, donc vous inquiétez pas. Retenez juste la délétion 22q11.2 et là, vous avez un bon point. La perte du gène TBX qui est impliquée dans, je crois, la maturation du thymus et des glandes parathyroïdes. Je pense que c'est un truc comme ça. Et puis, le syndrome, il est qualifié de partiel ou de complet en fonction de la fonctionnalité des lymphocytes. Donc, si vous avez un syndrome de Dijorge partiel, vous produisez des lymphocytes, mais pas assez. Donc, vous avez une hypoplasie du thymus. Vous arrivez à produire des lymphocytes, mais ce n'est pas assez pour contrer toutes les infections. Et si vous avez un syndrome de Dijorge complet, voilà, vous n'avez pas du tout de thymus. Donc, l'enfant, il va naître, il n'aura pas de thymus, il n'aura pas du tout de lymphocytes, et là, il ne va pas du tout supporter les infections. Prévalence, c'est un petit peu plus fréquent que la maladie de Bruton. Maladie autosomique dominante, donc qui peut toucher autant les hommes que les femmes. Et c'est domino. Alors, les mutations, les mutations de novo sont plus fréquentes que les transmissions héréditaires aussi. Donc, au niveau de la clinique, il va y avoir des anomalies congénitales. Vous pouvez chercher sur Google Images à quoi ça ressemble. Moi, ici, je n'ai pas voulu mettre de photos parce que je sais qu'il y en a qui sont peut-être sensibles ou quoi. Bref, c'est des anomalies congénitales à type de malformation au niveau du visage, au niveau du cœur, etc. Principalement, il va y avoir une hypoplasie si c'est un syndrome partiel ou une aplasie si c'est un syndrome complet du thymus et des parathyroïdes. Donc, le patient n'aura ni thymus ni glande parathyroïde, ce qui va provoquer un déficit immunitaire au niveau des cellules T et une hypoparathyroïdie. Cette hypoparathyroïdie, vous savez la fonction de la PTH, cette hypoparathyroïdie va être à l'origine d'une hypocalcémie. Et du coup, l'enfant, 24 à 48 heures après la naissance, il va développer ce qu'on appelle une tétanie hypocalcémique.
et il va maintenir, enfin en fait, il va vivre toute sa vie avec cette hypocalcémie, d'où le traitement substitutif en fait par le calcium qu'on verra plus tard. Il développera des troubles cognitifs, des retards de développement. Il y a plein d'autres symptômes encore, mais là, la clinique, c'est pas vraiment à détailler. Ce qu'il faut détailler le plus, c'est la biologie. Donc, il y aura une hypocalcémie, une hypoparathyroïdie parce qu'il n'y a pas de glande parathyroïde. Une anomalie quantitative au niveau des sous-populations lymphocytaires, principalement un déficit en lymphocytes T et surtout en lymphocyte T CD8. Dans les cas très sévères, vous pouvez avoir une alymphocytose T carrément. Au niveau de la cytogénétique, parce que le diagnostic il est posé devant la recherche en fait de cette délétion 22q11, donc elle peut être utilisée, enfin peut être recherchée par la technique FISH, donc fluorescente, je me rappelle plus quoi, hybridization, et avec une sonde qui va viser le gène TBX puisque c'est le gène in situ, ouais quelque chose comme ça, qui va viser ah oui, fluorescence in situ, hybridization, c'est de la génétique ou la génétique moléculaire ou c'est la même chose? Alors la cytogénétique, c'est alors c'est une bonne question. Moi, je l'aurais mis entre les 2. Enfin, pour moi, cytogénétique, voilà, je vois ça plus pour le karyotype. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est de la cytogénétique ou de la génétique moléculaire? Tu peux mettre biologie moléculaire, je pense que ça passe partout. Mais après, ouais, comme ça, tu vas chercher en fait des délétions au niveau des chromosomes. Pour moi, ça fait partie un petit peu de la cytogénétique. Parce que pour moi, karyotype et fiche, ça reste un petit peu de la cytogénétique. Mais après, je me trompe peut-être. Ouais. Après, pour les classifications, vraiment mettez ce que vous voulez. Pour moi, cytogénétique, parce que dans le fiche, en fait, vous allez chercher une délétion que vous n'allez pas trouver sur le karyotype. Donc là, j'avais mis en fait que la délétion 22q11 ne sera pas visible sur un karyotype standard, contrairement à la LMC ou autre chose. Donc pour moi, ça reste un petit peu du domaine de la cytogénétique. Sinon, vous mettez cytogénétique, biologie moléculaire, ça passera, vous inquiétez pas. Donc pour moi, c'est de la cytogénétique. Si pour vous, c'est autre chose, c'est pas grave. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, comme ça touche les chromosomes et qu'on cherche une délétion, pour moi, ça reste de la cytogénétique. Ouais, ouais, c'est comme vous voulez. Donc, le fiche, donc, vous savez un petit peu comment ça marche, ça fait des petites fluorescences au niveau de la délétion que vous cherchez, avec du coup la sonde qui va chercher le gène TBX1 qui pose problème. Le MLPA, je n'ai même pas cherché à savoir ce que c'est, c'était dans les recommandations de la HAS. Ou alors, vous faites la PCR, ou vous utilisez les puces à ADN. Mais là encore, les puces à ADN, c'est assez cher, donc je pense qu'ils font plus le fiche. Le reste, c'est vraiment pour les labos hyper spécialisés, mais sachez que de toute manière, chercher une délétion 22q, c'est pas dans tous les labos, enfin de toutes les villes. Donc la délétion n'est pas visible sur le karyotype standard, ok. Donc ça, la recherche cytogénétique ou génétique ou biologie moléculaire ou biologie génétique, enfin, comme vous voulez, c'est utilisé pour le diagnostic et pour le conseil génétique. Donc vous ne pouvez pas poser de diagnostic de syndrome de Gigearch si vous n'avez pas cherché la délétion. Mais si jamais ça tombe au concours, vraiment mettez le fiche et mettez ce que vous voulez à côté. Mais vraiment mettez fiche et je pense que vous aurez un bon point. Après, si c'est de la cytogénétique ou autre chose, pour moi, ça reste quand même de la cytogénétique. La prise en charge. Prise en charge des cardiopathies, parce que comme ça va provoquer des troubles cardiaques, alors ils font des transplantations, ils donnent des traitements aux enfants, enfin plein de trucs comme ça, de la chirurgie. La prise en charge des anomalies ORL et les infections. Donc les anomalies ORL, que ce soit type médical à type d'antibiotiques ou chirurgical aussi, parce que sur le long terme, c'est une pathologie qui peut provoquer des acouphènes et une surdité. L'hypocalcémie par supplémentation, donc on la traite par supplémentation calcique et apport en vitamine D. L'hypoparathyroïdie qui sera traitée par
par de la PTH recombinante en injection. Alors, je ne me rappelle même plus du nom du traitement, la PTH recombinante, celui qui est utilisé pour l'ostéoporose, là. Mais bref. Je me rappelle plus. Teriparatide, oui, celui qui est utilisé en injection. Mais je pense pas que ce soit celui-là qui est utilisé. Bon, en fait. Oui, je crois que c'est le teriparatide. Je crois. Mais de toute façon, on s'en fout. Donc, substitution, enfin non, vous en foutez pas. Faut le savoir pour vous. C'est pas à savoir, enfin, c'est plus à savoir pour moi. Bref, par la PTH recombinante. Et puis, vous pouvez leur injecter des vaccins vivants atténués s'ils ont un taux de lymphocyte TCD4 supérieur à 400 par millimètre cube. Donc, chez un patient qui a un déficit complet en syndrome de Dijorge, il ne faut pas espérer un vaccin vivant atténué. Par contre, s'il a un syndrome partiel et que ces lymphocytes sont supérieurs à 400, là, vous pouvez envisager une vaccination. Et puis, orthophonie, kinésithérapie. Et puis plein de trucs. En fait, la liste de prise en charge sur le document de l'HS, elle était vraiment, vraiment longue. Donc, je vous ai pris juste le principal. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc là, c'était bon pour les déficits de l'immunité innée, adaptative. On va passer au déficit de l'immunité innée, où là, vous allez avoir une atteinte de la lignée myéloïde, avec soit des anomalies au niveau des cellules phagocytaires, soit les déficits du complément. Pour les anomalies des cellules phagocytaires, vous allez avoir la granulocytose congénitale, la granulomatose septique chronique, le syndrome de Chiediac-Higashi et les déficits en adhésion leucocytaire. Les déficits du complément, vous allez avoir des déficits qui concernent la voie classique, la voie alterne, la voie des mananes, la voie finale commune, les déficits qui vont concerner les protéines de régulation du complément, les déficits qui concernent les récepteurs du complément. Vous allez voir, pour le complément, je vous ai fait un vieux tableau, vous allez juste l'apprendre et puis c'est tout. Parce que sinon, vous n'allez pas finir. Donc, la GSC, la granulomatose septique chronique, c'était tombé au concours blanc de e-pharma et puis c'était tombé en 2009. Donc, comment vous expliquer ça? Je vous ai pas pris de schéma en plus. Donc, vous savez, vous avez des cellules phagocytaires et elles ont un noyau et elles ont des lysosomes et tout. Donc ça, c'est un noyau. Et en fait, dans ces lysosomes, vos cellules phagocytaires, donc que ce soit des macrophages, des polynucléaires neutrophiles ou autres, ils produisent ce qu'on appelle des espèces réactives à l'oxygène, du peroxyde d'hydrogène, enfin plein de trucs, peroxyde d'hydrogène, ouais, du H2O2, qui vont permettre de détruire les bactéries et les agents infectieux que vos phagocytes ont phagocytés. Et l'enzyme qui est impliquée dans la production de ces agents, de ces espèces réactives à l'oxygène, ça va être la NADPH oxydase. Et donc, dans cette maladie, vous avez une mutation du gène qui code pour la NADPH oxydase des cellules phagocytaires. Donc, le gène le plus fréquemment retrouvé, c'est le gène CBB, qui est présent dans 65% des cas. Vous avez d'autres gènes qui sont impliqués, là, je ne les ai pas mis, et qui, du coup, vont coder donc l'élément redox de cette oxydase, qu'on appelle, donc cet élément redox, il est appelé le GP91-FOX ou NOX2. Donc, vous allez vous retrouver avec un déficit en NADPH oxydase, donc enzyme impliquée dans la formation d'espèces réactives à l'oxygène, permettant aux cellules phagocytaires de détruire les pathogènes intracytoplasmiques. Du coup, vos cellules phagocytaires ne pourront plus détruire, enfin lyser, dissoudre l'agent infectieux qui est présent dans le phagolysosome qui est formé. Donc, vous allez avoir une sorte d'inhibition des capacités bactéricides de vos cellules phagocytaires, ce qui va être à l'origine d'infections chroniques récurrentes. Donc, vos cellules
elles sont là, elles sont présentes. Vous n'avez pas de déficit quantitatif en cellules phagocytaires, vous n'avez pas de déficit en polynucléaires neutrophiles, vous n'avez pas de déficit en macrophages. Par contre, ils servent à rien. Et donc, c'est pas très fréquent. C'est une maladie héréditaire. Vous allez avoir différentes formes en fonction de la mutation qui est présente. Donc là, moi, je vous ai parlé de la mutation du gène CBB, qui est présente dans 65% des cas. La mutation de ce gène-là, elle est responsable d'une maladie récessive liée à l'X, qui ne va du coup concerner que les garçons. Donc ça, c'est la forme la plus fréquente. Les mutations qui concernent les autres gènes vont être responsables plutôt de maladies autosomiques récessives. Et donc moi, je vais me concentrer principalement sur la forme récessive liée à l'X, puisque c'est la forme qui est la plus fréquente. C'est une pathologie qui peut se manifester à tous les âges, à tout âge, tout âge, mais qui va principalement se manifester chez l'enfant. Donc vous allez avoir des lésions granulomateuses au niveau des poumons, les ganglions, les voies gastro-intestinales, le foie, etc. Une hépatosplénomégalie, des abcès, des pneumopathies, enfin bref, la clinique, je ne détaille pas trop, mais c'est principalement des infections bactériennes et des infections fongiques. Soit Staphylococcus, enfin c'est pas soit, c'est les plus fréquents, c'est Staphylococcus aureus, les mycobactéries, Aspergillus fumigatus. Vous pouvez avoir, après un vaccin au BCG, donc pour la tuberculose, avoir une BCG disséminée, donc c'est juste le BCG qui va se réactiver et qui va vivre sa meilleure vie. Et puis, vous pouvez développer des maladies auto-immunes. Donc, au niveau de la biologie, donc, comme je vous ai dit, c'est pas un déficit en cellules phagocytaires. Vous allez avoir un nombre normal de cellules. Vous allez avoir une hyperleucocytose et une polynucléose neutrophile puisqu'il y a une infection. Donc, les neutrophiles vont augmenter, ils vont essayer de réagir, mais ils sont inutiles. Et ils vont pas être capables de détruire les germes. Vous allez aussi avoir une hypergammaglobulinémie parce que c'est un déficit de l'immunité inné, c'est pas un déficit de l'immunité adaptative, donc vos lymphocytes B sont fonctionnels, ils produisent des anticorps. Les tests réalisés, donc les tests fonctionnels, donc vous allez avoir les tests fonctionnels et les tests génétiques. Les tests fonctionnels pour mettre en évidence la production d'espèces réactives à l'oxygène, donc pour mettre en évidence la production d'agents oxydants, antioxydants, pour détruire les agents infectieux. Vous avez le test de réduction du nitro-bleu de tétrazolium qui, lui, n'est plus la forme de référence, mais il faut la prendre quand même parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'est plus utilisé en première intention parce que c'est plus long que le test à la dihydrorodamine. Mais en gros, pour le test de réduction du NBT, vous allez donc évaluer la production d'espèces réactives à l'oxygène par les polynucléaires neutrophiles. Le NBT, si je vous ai mis des photos du truc, pour des neutrophiles sains, le NBT va activer la production d'espèces réactives à l'oxygène. Donc, vos polynucléaires neutrophiles, en fait, il va former une sorte de précipité au niveau des polynucléaires neutrophiles, ce qui montre qu'ils sont fonctionnels. Et ici, vous avez des polynucléaires neutrophiles qui ne sont pas fonctionnels, donc qui ne servent à rien. Le NBT n'a pas réussi à leur faire produire des espèces réactives. Et du coup, il ne va pas y avoir de précipitation. Donc, formation d'un précipité bleu, 6 cellules saines, et puis 6 cellules malades, il n'y a rien du tout. Ce test-là, donc, comme je vous ai dit, il n'est plus vraiment réalisé, donc on se concentre principalement sur le test à la dihydrorodamine, par cytométrie en flux, parce que c'est plus sensible, parce que c'est plus rapide, blablabla. Donc, la dihydrorodamine, c'est une substance qui d'habitude n'est pas fluorescente, et donc on va la donner à manger à des polynucléaires neutrophiles qui vont la phagocyter. Si ces polynucléaires neutrophiles sont sains, s'ils sont fonctionnels, ils vont l'oxyder par le peroxyde d'hydrogène, donc le H2O2, et cette oxydation va produire la rhodamine 123, donc rhodamine 1, 2, 3, qui, elle, est fluorescente et qui va émettre une fluorescence verte. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va évaluer cette intensité de fluorescence par cytométrie en flux. Donc là, ici, vous avez des cellules polynucléaires neutrophiles non stimulées et des polynucléaires neutrophiles stimulés. Les cellules contrôle, donc un contrôle positif, donc les cellules saines qui n'ont rien du tout, les cellules du patient, et puis
et puis les cellules de la mère du patient. Donc, pourquoi on a les cellules de la mère du patient? Parce que, comme je vous ai dit, c'est une maladie le plus fréquemment présent. C'est une maladie qui est liée à l'X. La mère, elle est conductrice, donc elle porte une partie de la mutation. Et c'est pour ça qu'on va voir ce qui se passe chez la mère aussi. Donc, ce qui se passe. Là, vous avez les cellules, donc les polynucléotrophiles non stimulés, à l'axe désordonné, ici. Oh. Ah non. Oh, attendez. Bref, à l'axe désordonné, ici, vous avez le nombre de polynucléaires neutrophiles qui sont présents, et puis dans l'axe des abscisses, vous avez l'intensité. Vous avez l'intensité de fluorescence de la dihydrorodamine, enfin de la rhodamine 1, 2, 3. Lorsque vos polynucléaires neutrophiles ne sont pas stimulés, voyez que chez le patient, le nombre de polynucléaires neutrophiles, il est normal, parce que ce n'est pas une anomalie quantitative, c'est une anomalie fonctionnelle des polynucléaires neutrophiles. Lorsqu'on commence à stimuler les polynucléaires neutrophiles, voyez que chez le sujet contrôle, vous avez une sorte de migration de l'intensité de fluorescence. Ça veut dire que le sujet contrôle, qui a des polynucléaires neutrophiles sains, commence à produire de la fluorescence, et donc il produit de la rhodamine. Si vous passez chez le patient, ici, vous ne produisez pas de rhodamine 1, 2, 3 parce que ces polynucléaires neutrophiles ne fonctionnent plus. Et du coup, il va rester ici, dans ces situations. Chez la mère, vous avez 2 pics parce qu'en fait, la mère va présenter des polynucléaires neutrophiles sains et des polynucléaires neutrophiles non fonctionnels. Sauf que elle, d'un point de vue clinique, elle ne va pas présenter de manifestations, elle ne va pas présenter de symptômes ou quoi, c'est juste qu'au niveau biologique, elle a une partie de ces polynucléaires neutrophiles qui sont malades et une partie de ces polynucléaires neutrophiles qui sont sains et qui n'ont rien du tout. Donc ça, c'était juste un petit peu détaillé, vous n'avez pas besoin de connaître vos tableaux là pour le concours, mais juste pour vous montrer, enfin pour vous dire que le test à la dihydrodamine, c'est ce qui est le plus utilisé pour le diagnostic de cette pathologie. Vous pouvez, si jamais ça tombe, que ça retombe au concours, vous pouvez le détailler un petit peu en expliquant comment ça se passe. Et puis voilà. Et puis quantification des espèces réactives à l'oxygène, ouais, vous pouvez quantifier donc si c'est produit ou pas par chimiluminescence. Les tests génétiques. Donc là, on était sur les tests fonctionnels pour tester la fonctionnalité, le fonctionnement des polynucléaires neutrophiles. Ensuite, on passe aux tests génétiques pour rechercher les mutations. Donc, je vous ai dit que la mutation la plus fréquente, c'était le CBB. Le CBB. Vous avez le CBA, le NCF, le NCF, bref, tous les autres mutations. Donc, vous allez étudier soit l'expression des protéines par Western blot ou par cytométrie en flux, soit utiliser des techniques de biologie moléculaire pour rechercher directement la mutation. Les tests génétiques, eux, ils sont utilisés pour, en cas de thérapie génique, donc pour savoir quel gène on va viser en fait, ou pour les transplantations allogéniques. Ça peut être aussi utilisé pour tout ce qui est conseil génétique, diagnostic prénatal, etc. La prise en charge, donc c'est le traitement des infections en cours et la prophylaxie, donc la prévention des infections. Il y a le Bactrim et l'itraconazole qui vont être utilisés. Le Bactrim comme antibiotique large spectre pour viser le maximum de bactéries qui peuvent atteindre le patient, parce qu'il y a un taux de résistance assez faible au Bactrim, et puis l'itraconazole pour prévenir les infections fongiques et surtout pour prévenir les infections Aspergillus. Pour le traitement Aspergillus, c'est bien le voriconazole qui est utilisé. Pour la prévention, c'est plus itraconazole dans ce cas-ci. L'interféron gamma sous-cutané, mais qui n'est pas ouf au final. Les greffes de cellules souches hématopoïétiques qui sont jusqu'ici un petit peu le seul traitement curatif. Alors, c'est pas tout le temps curatif, mais ça peut être curatif chez certains patients. La thérapie génique. Alors, par contre, la thérapie génique, ils ont vu des effets indésirables comme quoi ça pouvait entraîner de leucémie en plus, mais bon. La thérapie génique et la transfusion de granulocytes si jamais la pathologie évolue après les prophylaxies. Mais retenez, du coup, pour ça, le Bactrim, l'itraconazole, la greffe, la thérapie génique, plus ou moins la transfusion. L'interféron, je ne sais même pas s'il est encore utilisé. Ensuite, la granulocytose congénitale ou neutropénie congénitale, CR, ou le syndrome de Kostman.
Donc ça, cette fois, c'est une agranulocytose congénitale avec un taux de polynucléaire neutrophile inférieur à 500 par millimètre cube. C'est une mutation principalement du gène ELA2. Retenez-le. Enfin, non, ne le retenez pas. Il y a beaucoup de choses à retenir, ne le retenez pas. Mais c'est une mutation de gènes qui vont faire que vous allez avoir un déficit quantitatif en polynucléaire neutrophile. Le gène ELA2, il est impliqué dans la synthèse d'élastase des neutrophiles, et quand vous avez un déficit en cette élastase, ils vont pas grandir, ils vont exploser à leur stade promyélocytaire et myélocytaire. Et donc, vous n'aurez pas de polynucléaire neutrophile en dehors de la moelle. Vous n'aurez pas tout court, en fait, même dans la moelle. En fait, vous allez avoir un blocage au niveau du stade promyélocytaire et myélocytaire. Autosomique dominante ou récessive liée à l'X, et maladie qui apparaît dans l'enfance. Alors, généralement, le pronostic, il est mauvais. Donc, même celui-là, je ne suis même pas sûre que ça peut, à la limite, tomber dans un QCM, mais en cas clinique, ça m'étonnerait encore. Syndrome infectieux donc néonatal avec des infections pulmonaires, cutanéo-muqueuses. Donc la particularité de ce syndrome, c'est que vous avez des infections au niveau stomatologique, on va dire, donc une gingivite hémorragique qui est très douloureuse, qui est la forme la plus fréquente de la maladie, et une forme digestive avec infection fongique et bactérienne. Et puis au niveau de la biologie, donc comme je vous ai dit, agranulocytose, qui ne bouge pas, donc qui n'est pas due à des médicaments, qui est due juste à une mutation, donc de cause congénitale, qui ne bouge pas, qui ne diminue pas, qui bouge pas, voilà, non fluctuante dans le temps. En parallèle, vous pouvez avoir une monocytose et une éosinophilie, une anémie et une thrombocytose qui sont parfois associées. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai même pas cherché. Au millogramme, un blocage, comme vous avez donc une mutation au niveau qui concerne la maturation de la lignée granulocytaire, bah, vous allez avoir une sorte de blocage au stade promyélocytaire, au millogramme. Donc le diagnostic, il est posé principalement par la granulocytose isolée, enfin isolée, c'est pas isolée, la granulocytose et la monocytose et l'éosinophilie, et puis le millogramme, le blocage au stade promyélocytaire. Il y a plein de diagnostics différentiels à faire à côté. J'ai pas détaillé du tout parce que honnêtement, ce truc-là, ça ne peut tomber qu'en QCM. Si tu tombes en cas clinique, venez me frapper, c'est pas grave. Le traitement, c'est le traitement des infections et de tout épisode fébrile, donc comme tout déficit immunitaire. Principalement, on administre des facteurs de croissance hématopoïétique à type de GCSF, donc des agents qui vont stimuler la lignée granulocytaire, le filgrastim et le lénograstim, soit par voie sous-cutanée, soit par voie IV, pour restaurer le taux de polynucléaire neutrophile, pour réduire le risque infectieux, améliorer la qualité de vie, etc. Le risque, si vous continuez à administrer le GCSF, c'est que ça se transforme en leucémie aiguë ou en syndrome myélodysplasique. Le syndrome de Chiediac-Higashi. Celui-là, donc, il ressemble un petit peu à la granulomatose septique chronique. C'est cette fois une mutation du gène LIST, qui est le lysosomal trafficking. Donc, c'est un gène qui est impliqué dans la régulation du trafic des lysosomes dans la cellule. Donc là, comme quand je vous ai dessiné tout à l'heure le phagocyte avec son noyau et son petit lysosome, donc là, vous allez avoir une mutation qui va concerner le mouvement des lysosomes à l'intérieur d'une cellule. Donc, vous savez, quand votre cellule phagocyte un agent infectieux et qui se retrouve ici, il va former ce qu'on appelle un phagosome. Et suite à ça, vous allez avoir une fusion entre le phagosome et le lysosome pour former le phagolysosome. Et c'est à l'intérieur de ce phagolysosome que l'agent infectieux va être détruit. Si vous, dans votre cellule, vous ne pouvez pas faire bouger vos lysosomes, bah, votre agent infectieux ne va pas être éliminé. Et du coup, c'est une incapacité des lysosomes à fusionner avec les phagosomes. Donc, les lysosomes vont s'accumuler dans les cellules et ça va former ce qu'on appelle des granulations géantes. Donc, je vais vous montrer des photos juste après, des images. Donc, les bactéries ne vont pas être détruites, les autres agents infectieux non plus, et ça va être à l'origine d'infections. La clinique, albinisme oculocutané, ok, des infections respiratoires, pareil, cutanées, digestives, et puis ça évolue vers une phase accélérée, grande mortalité, ça ne tombera pas au concours. Donc ça, c'est
les granulations qui sont à l'intérieur des polynucléaires neutrophiles. Donc là, vous voyez les petites boules là, comme ça. Donc tout ça, c'est les granulations de lysosomes qui n'ont pas pu fusionner avec les phagosomes. Au niveau de la biologie, neutropénie, hypergammaglobulinie parce que ça va juste atteindre l'immunité innée, l'immunité humorale, elle va très bien. Au frottis sanguin, donc les granulations géantes dans les polynucléaires neutrophiles, et ça peut être présent aussi dans d'autres cellules. Et puis le test génétique, qui n'est pas indispensable, mais je pense qu'ils le font quand même, c'est la mutation du gène LIST. La prise en charge, donc traitement des infections, prophylaxie par des antibiotiques, l'interféron gamma en sous-cutané, la corticothérapie, la splénectomie, bref, décès avant l'âge de 7 ans, c'est pour ça que je vous dis que ça ne tombera pas au concours, et puis traitement potentiellement curatif, la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Le déficit d'adhésion leucocytaire, donc comme son nom l'indique, c'est un déficit au niveau de l'adhésion des leucocytes. Donc vous savez, là vous avez votre vaisseau sanguin, vous avez vos leucocytes, un petit polynucléaire neutrophiles, et normalement, quand vous avez une infection ici, vos leucocytes passent à travers les vaisseaux. Sauf que cette fois, vous avez un déficit au niveau des intégrines et tout ce qui est interaction cellule-endothélium, et du coup, vos polynucléaires ou tout autre leucocyte vont rester coincés dans les vaisseaux et ils ne vont pas pouvoir passer dans les tissus. Donc, déficit en glycoprotéines spécifiques d'adhésion qui sont présents à la surface des leucocytes, que ce soit interaction cellule-endothélium ou cellule-cellule ou autre. Ça va altérer la migration des leucocytes, ça va altérer leur mobilité, ça va altérer leur phagocytose. Il y a 3 types de déficit d'adhésion leucocytaire, mais le plus fréquent, c'est le type 1, et même le type 1, je n'ai même pas essayé de trop le détailler parce que sinon, ça va être horrible. Donc, c'est une mutation du gène de l'intégrine bêta-2 qui code pour le CD18. Donc, retenez juste le CD18, en gros, qui est impliqué dans le passage des polynucléaires au niveau des tissus, en gros dans l'interaction cellule-endothélium. C'est une maladie autosomique récessive. Donc pareil, infection bactérienne. Cette fois, vous allez avoir des infections nécrotiques, surtout au niveau des tissus mous, parce qu'en fait, vos polynucléaires neutrophiles ne peuvent pas passer dans les tissus. Donc tout ce qui est agent infectieux qui va infecter les tissus va provoquer une nécrose des tissus, parce qu'il n'y a rien pour protéger la peau, en fait. Donc que ce soit les staphylocoques ou les bacilles à gram négatifs, les infections de ce type vont tourner vers la nécrose. Et le truc, c'est qu'il n'y aura pas de formation de pus. Vous savez que le pus, c'est en fait juste les polynucléaires neutrophiles qui ont explosé après avoir bouffé des agents infectieux. Si vos polynucléaires neutrophiles n'arrivent pas à passer dans les tissus, ils ne pourront pas exploser au niveau des tissus, du coup, vous n'aurez pas de pus. Retard de croissance, trouble de la cicatrisation, évidemment, parce qu'aucune cellule n'arrive à passer. Et puis, déficit intellectuel. Chute retardée du cordon ombilical, je n'ai même pas cherché pourquoi. Mais c'est à savoir, je crois, jusqu'à maintenant, mais supprimez ça, c'est pas grave, supprimez ça de votre tête. Mais juste retenez que déficit d'adhésion leucocytaire, ça passe pas dans les tissus, ça provoque pas de pus, et ça provoque des nécroses. Et CD18, voilà, CD18. Donc, au niveau de la biologie, vous avez une hyperleucocytose parce que vos polynucléaires neutrophiles sont présents dans les vaisseaux, mais ils n'arrivent pas à passer, donc forcément, ils vont rester dans les vaisseaux. Vous aurez une hyperleucocytose, mais ça ne va pas passer. Donc, on va utiliser une technique de cytométrie en flux. On va mettre en évidence cette absence de protéines d'adhésion. Donc, on va rechercher l'absence du CD18, du CD11, du CD15, enfin, toutes les protéines qui devraient normalement être présentes chez un patient normal. Prophylaxie par bactéries et traitement des infections, transfusion de granulocytes sains qui présentent à leur surface les intégrines nécessaires, la greffe de cellules souches hématopoïétiques et la thérapie génique pour les traitements. Les déficits du complément, donc là je vais bientôt terminer. Les déficits du complément qui sont très nombreux, je vous laisse bosser ça tout seul. Bon, vous savez, la cascade du complément, qui est normalement à connaître par cœur, mais si vous galérez déjà avec les items classiques du concours, n'apprenez pas la cascade du complément par cœur. Donc, la voie classique, la voie alterne, la voie d'électine, on s'en fout pour l'instant. Enfin,
dans mon cas, là, on s'en fout. Bon, je pars du principe que vous connaissez vos cascades du complément par cœur. Donc ça, c'est le magnifique tableau que je vous ai fait. En fait, c'est un copier-coller d'un tableau que j'ai vu sur Internet. Donc, vous allez avoir différents troubles qui concernent le déficit en complément. Vous allez avoir la voie classique, juste là, la voie alterne, la voie MBL, la voie finale commune, les récepteurs du complément et les protéines de régulation du complément. Donc, tout ça, vraiment laissé de côté. Retenez au moins la voie classique, la voie alterne et la voie finale commune. Donc la voie classique, tout ce qui touche la voie classique va plus provoquer des maladies auto-immunes, puisque la voie classique du complément, c'est ce qui concerne les interactions antigènes-anticorps. Si vous voyez dans le lupus, par exemple, le lupus, c'est des auto-anticorps dirigés contre donc des anticorps anti-ADN, dirigés contre l'ADN, des auto-anticorps anti-SM, des je sais plus quoi. Et donc, ça, c'est une interaction antigène-anticorps. Et dans le lupus, la cascade du complément, elle joue un rôle, puisque dans le lupus, vous avez une hypocomplémentémie. Je crois en C4 et en C3, mais je ne sais plus. Donc, vous pouvez, dans les poussées de lupus, avoir une hypocomplémentémie due à cette interaction antigène-anticorps. Et donc, dans les déficits en complément, tout ce qui est voie classique, ça peut provoquer des maladies auto-immunes, puisque ça implique l'interaction antigène-anticorps. C'est écrit ici d'ailleurs, antigène-antibody complexe. Tout ce qui est voie alterne, ça va concerner les infections bactériennes. Donc là, la voie alterne, elle concerne la surface des pathogènes, le LPS, le lipopolysaccharide, des bactéries à gram négatif. Donc, le LPS, les bactéries à gram négatif, va provoquer la voie alterne du complément. C'est pour ça qu'en cas de déficit en voie alterne du complément, vous avez des infections apiogènes, des infections à Neisseria, et tout ce qui est voie classique, c'est plutôt maladie auto-immune. Bref, ça, c'est des trucs qui peuvent tomber en QCM. Ok. La voie finale commune, elle expose à des infections à Neisseria meningitidis et Neisseria gonorrhée type disséminé. Le seul cas clinique, je dirais, qui peut tomber au concours en déficit ou en complément serait plutôt un déficit en voie finale commune avec une méningite à Neisseria meningitidis chez une fille ou chez un garçon, ou peu importe. Et je pense que dans ce cas-là, on vous demandera d'expliquer comment on fait le dosage, comment on explore le CH50 ou des trucs comme ça. Mais là, je ne vous ai pas fait d'explication pour le CH50 parce que j'en peux plus. Mais on peut très bien vous demander au concours d'expliquer comment on fait en fait comment on réalise le CH50. Donc le CH50, c'est le complément hémolytique 50. C'est le test dans un tube qu'on effectue pour tester l'activité de la voie classique du complément. Donc pour mesurer l'activité fonctionnelle de la voie classique, ça mesure aussi l'activité de la voie commune, mais enfin c'est voie classique, voie commune. L'AP50, c'est pour la voie alternative et la voie commune. C'est la plus petite quantité de sérum capable de neutraliser 50% des hématies sensibilisées. Donc en gros, ce que vous allez mettre dans un tube, c'est des globules rouges de mouton avec des anticorps de lapin, enfin des anticorps de lapin qui sont anti-globules rouges de mouton. Et vous allez mettre le sérum du patient qui normalement doit contenir du complément. Et donc le complément du patient va venir, enfin qui est contenu dans le sérum, donc vous allez mettre le sérum du patient qui contient du complément. Le complément du patient va venir se fixer ici. Vous allez avoir une interaction antigène, globules rouges, anticorps, lapin, ici, et du coup, ça va déclencher la cascade classique du complément. Et donc, vous, votre but, c'est de mesurer la plus petite quantité de sérum que vous avez ajouté dans le tube pour pouvoir neutraliser 50% des hématies de mouton qui sont présents dans le tube. Après, il y a des mesures par effet-lémétrie et tout plein de trucs comme ça. Juste retenez le principe, globules rouges de mouton, anticorps de lapin et complément de patient. Enfin, sérum contenant le complément du patient. S'il y a une activité, si l'activité mesurée elle est nulle, c'est que c'est un déficit congénital. Après avoir mesuré le CH50 en dose, le C3 et le C4, c'est systématiquement réalisé en fait, CH50, C3, C4. Donc on réalise les trois là, et à partir de ces trois là, on essaie d'interpréter ce qui se passe. Si vous avez une diminution du C3
et du C4, c'est que ça concerne la voie classique. Si vous avez une diminution du C3 seulement, si on revient un petit peu là, si vous avez juste une diminution du C3 avec un C4 qui est normal, vous allez plutôt penser à une atteinte de la voie alternative. Bref. Ouf. Ouah. Donc sur quoi faut bosser l'immuno? Si vous voulez mon avis, ne bossez pas l'immuno, tout court. Parce que le lupus est tombé l'année dernière et ça m'étonnerait que ça retombe. Mais bossez l'immuno quand même. Donc tous les supports, je dirais internet plus, plus, plus. Donc tous mes diapos, tous mes trucs là, moi je les ai cherchés sur internet, donc j'ai pas utilisé de bouquin en particulier. Si vous voulez des livres, vous avez celui-là que j'ai utilisé le plus pendant mes révisions, avec le cas clinique de Bock et Mato, parce que j'avais pas d'autres, enfin en plus d'internet du coup, parce que j'avais pas d'autres ressources. Si vous arrivez à vous procurer des fiches d'autres étudiants, pourquoi pas. Si vous arrivez, si dans votre fac on vous donne des cours ou quoi, vous pouvez les utiliser, et puis les cours de fac de vos profs, etc. Ce bouquin-là, je vous déconseille parce que ben, il est. Voilà. Il y a celui-là qui va sortir en octobre, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, à voir. Ouf. Bref, moi, je ne peux plus parler. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, c'est envie. C'est exactement les anticorps antipolysaccharides. Oula. Les anticorps antipolysaccharides. Là, pour l'instant, ça ne me dit rien du tout. Tu le vois marqué où? Dans les cours du Mino? Anticorps antipolysaccharides. Bah écoute, sinon tu peux regarder sur internet si jamais, je sais pas, bah là comme ça, bah moi si je suis pas au courant de ça, c'est que c'est pas important. Essayez pas d'apprendre toute l'immuno pour le concours. Oui, OSEF, moi j'ai lu l'immuno la dernière semaine de révision parce que j'aimais bien ça, mais ça veut pas dire que je connais tout. Enfin, je suis partie au concours, je me suis trompée dans mes QCM d'immuno au concours, donc vraiment, n'allez pas apprendre n'allez pas apprendre toute l'immuno. Les anticorps antipolysaccharides, c'est gentil, mais ça tombera en QCM et ça vaudra 2 points maximum, je pense. Euh, Au pire, même en connaissant les réponses, vous allez vous tromper peut-être, hein, donc ça arrive. Ouais, ouais, on s'en fout vraiment. Concentrez-vous, enfin, perdez pas de temps sur ce qui tombe en QCM. Vraiment, tout ce qui est section 2, perdez pas de temps dessus. Donc, bossez à fond, juste section 3, partie toxico. Euh, Section 4 à fond, et section 5. Enfin, section 5 pharmaco, pas section 5 galénique. Pour le reste, c'est cool, quoi, mais on s'en fout. Vaut mieux passer 10 heures à bosser l'hémato et l'infectio que passer 10 heures à réviser la santé publique et l'immuno partie théorie. Je dis ça comme ça, mais après, vous faites ce que vous voulez, parce que les QCM, c'est bien, mais c'est bien, quoi. Voilà. Bah oui, bah oui, moi j'avais fait des impasses, hein. J'ai des trucs, voilà. Enfin, je vais pas dire ce que j'ai fait comme impasse, parce que c'est pas bien de faire des impasses, mais faites des impasses, c'est super important, même si c'est pas bien. Surtout que vous êtes à 3 mois du concours, donc là, il faut plus privilégier les classiques que de savoir le pourquoi du gène du X, Y, Z et comme ça, vraiment. Pour tout vous dire, j'ai jamais ouvert de cours de génétique pendant mes révisions de concours. Donc vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien.
Bon, si vous avez pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée. Mais vraiment, enfin, travailler l'important. C'est ça qui va vous permettre de bien réussir, je pense. Je sais pas. Mais de rien et bonne soirée.